Hello, Sarah Amonou avec vous du podcast Conscience et Transcendance et je vous espère au mieux. Aujourd'hui, nous partons chez les cancers. Alors, je prends le temps pour faire cette série parce que j'attends d'être vraiment habitée, animée par l'énergie du signe en question. Et c'est toujours beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de choses qui me parviennent, entre guillemets, quand je me sens incarner l'archétype de chaque signe. Alors le cancer, c'est un signe que que je connais assez parce que j'ai ma lune en cancer et donc c'est un signe de grande sensibilité, un signe d'eau. Donc peut y avoir possiblement des débordements émotionnels, en tout cas une grande sensibilité, une grande empathie. Tout dépend des placements. Et c'est assez... parfois, c'est à double tranchant dans le sens où parfois on peut avoir la sensation de subir ses émotions, on peut se sentir en débordement. Donc il y a vraiment cette importance de l'ancrage. J'ai tout ouvert chez moi, donc il y a des courants d'air. Si vous entendez les fenêtres, les portes claquer, c'est normal. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que, petit aparté, mais quand j'aère chez moi, je demande à l'esprit du vent, justement, d'apporter un vent nouveau, un souffle nouveau, des énergies nouvelles. Et c'est un peu l'accusé de réception quand ça claque, en fait. Et dire oui, c'est en cours. Et parce que j'avais déjà fait un podcast là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de structures dans l'espace que l'on crée par nos pensées répétitives, par les schémas de pensée. Et du coup, le fait d'aérer, alors évidemment, c'est très bon. Enfin, moi, je suis double signe d'air, donc j'ai vraiment besoin en permanence d'aérer l'espace dans lequel je suis parce que c'est un vent nouveau. J'ai besoin d'un air qui soit frais. Et, euh, et du coup, voilà. Donc, n'hésitez pas à aérer et à demander à l'esprit du vent d'emporter avec lui toutes les formes pensées, toutes les structures qui sont latentes, qui sont dans l'air, enfin, les structures qu'on ne peut pas voir, qui ne sont pas palpables, mais qui ont besoin d'être nettoyées si on veut prendre, par exemple, de nouvelles habitudes. De nouvelles habitudes, avoir de nouvelles idées, une forme de créativité. C'est sortir des structures que l'on a établies, en tout cas les derniers jours ou les dernières années, peu importe, pour accueillir le nouveau, le renouveau. Voilà, parenthèse fermée, nous retournons au cancer. Alors le maître du cancer, c'est la lune. La lune, c'est toute la partie émotionnelle, on peut l'associer au yin, c'est le féminin. Euh, voilà, donc la lune, c'est, en astrologie, c'est qui je suis quand je suis seule, en fait. C'est vraiment mon mode de fonctionnement. Quand on rencontre quelqu'un, on va plus connecter à son ascendant, éventuellement à son soleil. Après, ça dépend des placements, parce qu'il peut y avoir des placements qui sont beaucoup plus rayonnants que d'autres, auxquels on va accéder. Mais par exemple, la lune, dans un thème astral, va représenter quelque part la personne que je suis quand je suis seule, en fait, sans masque social, sans rien, quoi, sans filtre, voilà. Ma manière de relationner intimement, quelque part. Et donc, le cancer, c'est un signe, qui peut porter une grande fragilité. Il est représenté, ce signe, par un crabe. Et derrière cette carapace, il y a une chair qui est très tendre, qui est très fragile. La carapace, beaucoup pour le cancer, ça va être son foyer. Alors, son foyer, sa famille, parce que c'est aussi le signe, quelque part, de la famille, notamment celle d'où l'on vient, nos racines. Tout ce qui va toucher au transgénérationnel est étroitement lié au cancer, à la maison 4, du moins dans un signe astral, dans un thème astral. Et du coup, il va y avoir toutes ces notions familiales, il va y avoir cette importance de la famille, de créer sa famille. Alors, en fonction des placements, ça peut être une famille de cœur aussi. C'est pas toujours une famille biologique, entre guillemets. Ça peut être la famille que l'on se crée par les relations. Mais voilà, l'importance de la famille chez le cancer, d'ailleurs, même quand il a une famille un peu chaotique, il va tout faire pour essayer de compenser, en fonction des placements, encore une fois, mais de compenser ou d'arrondir les angles aussi. L'important, c'est que la famille reste soudée quelque part et de nourrir. Il y a cet aspect nourricier chez le cancer qui est très, 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 très fort. Notamment, ça peut être nourrir au sens premier du terme.
Faire à manger, par exemple, pour une maman, ça va être une manière ça va être très gratifiant pour elle de nourrir sa famille. Euh, il y a vraiment cet aspect cocon aussi chez le cancer, a besoin de son cocon, de son foyer, euh, voilà, de revenir dans un espace sécurisant. Il y a besoin d'une grande sécurité, besoin de se sentir enveloppé. Le cancer, bon, même si c'est un signe qui parvient pendant des mois assez chauds, on est en juin-juillet, cancer. Il y a quand même, ça me fait penser moi au cocooning de l'hiver, le côté je suis dans mon foyer, j'ai besoin de, voilà, avec un plaid, de ma tisane, vous voyez, il peut même y avoir des rituels de bien-être chez le cancer pour vraiment conserver cette sécurité qui peut être apportée par des petits gestes du quotidien, des petites routines du quotidien. Que dire d'autre sur le cancer? Alors, ça peut être aussi, au niveau du cancer, il y a beaucoup l'axe c'est un axe, c'est un signe beaucoup émotionnel de guérison. Donc, les personnes qui ont beaucoup de placements en cancer aussi peuvent avoir une grande compréhension émotionnelle de l'autre. Quand la personne arrive à gérer, pas à gérer, mais à accueillir pleinement ses émotions, elle peut vraiment être une écoute fiable avec beaucoup de compassion pour les personnes voilà, qu'elle va recevoir, écouter. Donc il peut y avoir des métiers autour justement du prendre soin de l'autre, tout ce qui touche au bien-être, à la médecine, tout ce qui touche aux soins, des métiers de bien-être. Enfin voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être aussi bien s'alimenter, ça peut être autour de la cuisine, ça peut être autour des médecines. On peut être infirmière, on peut être en fait, il y a vraiment se prendre soin des autres, que ce soit au niveau du management en général. Bon, ça peut être à double tranchant encore une fois, mais je vais fermer la fenêtre parce que là, elle commence à faire beaucoup de bruit. Et voilà. Donc, revenons au cancer qui est très attaché très souvent à la famille et aux ancêtres. Il peut y avoir un lien avec les grands-parents assez fort. Il y a aussi, avec le cancer, en fait, cette fusion avec la mère qui perdure. Il y a quand on est cancer, on peut fusionner jusque tard avec sa mère sans s'en rendre compte vraiment. Où sont les limites avec ma propre mère, en fait? C'est un peu les questions qu'on peut se poser. Et voilà, donc il peut y avoir cet axe de fusion chez le cancer qui fait que, sans s'en rendre compte, la mère peut avoir quelque part je ne vais pas aller jusqu'à l'emprise, mais c'est possible, mais joue un rôle un peu conséquent dans la vie de la personne qui a un soleil en cancer ou beaucoup de placements en cancer ou la lune en cancer. Et donc, c'est de prendre compte justement de l'importance qu'on donne à la famille aussi pour parfois, ça dépend, si l'âme a décidé d'expérimenter ça, pour parfois justement s'extraire de cette fusion et devenir qui l'on est vraiment. Alors avec le cancer, il peut y avoir un tel besoin émotionnel, il peut y avoir une forme d'insatisfaction permanente, à vouloir un peu toujours plus émotionnellement. Il y a aussi la blessure de l'abandon qu'on associe au cancer. Donc ça peut être le sentiment d'être abandonné un peu. Pour une personne, c'est 3 fois rien, mais pour le cancer, ça prend des proportions. Et il le vit vraiment comme ça. Donc, c'est pas du cinéma, c'est vraiment que c'est terrible, en fait. C'est terrible. Et donc, il peut y avoir ce besoin un peu permanent d'être rassuré par l'autre, notamment en couple, ou que ce soit les parents aussi, d'être rassuré par ses parents, d'être rassuré par son conjoint, sa conjointe, il y a vraiment cette importance de se sentir rassuré. Et il y a cette faculté aussi à rassurer l'autre, parce que quand on est conscient du besoin d'être rassuré qu'on peut avoir, on peut avoir tendance aussi
à l'offrir à l'autre, entre guillemets. Et donc voilà, le cancer a besoin d'être rassuré très souvent. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Alors ça peut être aussi un aspect parfois un peu étouffant. Une maman cancer, par exemple, ou avec beaucoup de placements en cancer, ou avec une lune en cancer, elle peut aussi être un peu étouffante à vouloir trop faire, en fait, à vouloir bien faire. Elle peut faire trop et étouffer un peu, asphyxier un petit peu quelque part le libre arbitre de l'enfant et l'expérience même de l'enfant. Mais ça, c'est une expérience en soi aussi, hein. Parfois, on choisit de s'incarner dans une famille avec une mère qui a sa lune en cancer, pour prendre conscience à quel point ça peut être asphyxiant, le lien, un lien maternel, et pour s'en extraire. Ça peut être aussi un souhait de l'âme de s'émanciper, de travailler son individualité et quelque part un esprit de liberté. Donc on peut s'incarner dans une famille qui nous offre l'inverse de ce qu'on vient expérimenter pour mieux prendre conscience que ce n'est pas ce qu'on veut et donc pour aller dans la direction opposée. Donc si vous avez... moi j'ai ma mère avec sa lune en cancer aussi et donc il peut y avoir... j'ai énormément travaillé par exemple dans ma famille sur le transgénérationnel. Donc lune en cancer, de génération en génération, il y a vraiment des bagages transgénérationnels qui se transmettent. Et donc il y a vraiment à se libérer parce que c'est le karma que l'on porte et c'est aussi le karma de la famille. Donc on choisit une famille dans laquelle on va pouvoir quelque part expérimenter son karma tout en libérant le karma de la famille. Donc on fait d'une pierre deux coups. C'est pour ça que c'est important aussi de se dire que quand on s'incarne dans une famille et qu'on porte des choses de cette famille, c'est pas par hasard en fait, c'est pas à cause de la famille, c'est notre choix à nous d'expérience en tant qu'âme et c'est un choix qui correspond à ce qu'on vient expérimenter et à ce qu'on vient libérer aussi. Donc ça correspond à notre évolution, même si depuis l'humain que nous sommes, nous avons tendance à juger ça depuis le prisme de la dualité bien mal. Quand on choisit de s'incarner dans une famille, c'est qu'elle va nous apporter quelque chose et parfois par ce qu'elle ne nous apporte pas. Hein, on peut naître dans une famille qui n'est pas aimante, qui n'est pas reconnaissante, et du coup, ça va nous faire nous déployer parfois dans une recherche, dans une quête d'amour de soi. Donc voilà, en général, on s'incarne dans une famille qui va nous apporter beaucoup par l'absence de ce qu'elle nous procure ou par la présence de ce qu'elle nous procure. Donc voilà, pour notre expérience, ce sera le meilleur terreau pour évoluer. Et encore une fois, quand je parle du cancer, c'est comme un archétype, hein, c'est plein de petites ramifications qui nous ramènent à cet archétype. Mais ne vous enfermez pas, si vous êtes du signe du cancer, lune en cancer, soleil au Vénus, Mars et autres en cancer, ne vous enfermez pas là-dedans en fait. C'est simplement pour prendre conscience de conditionnement. Et donc il peut y avoir, avec le signe du cancer, une demande à ce que la mère ou la famille vienne valider ses propres choix et à la fois souffrir de l'importance que l'on donne du fait d'avoir besoin d'être validé par la famille ou par le conjoint ou par voilà. Donc il y a cette ambivalence un peu de j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin d'être validée dans mes choix et à la fois ça a une forme d'emprise sur moi. Donc c'est un petit peu à double tranchant. Voilà, après, on a tous des ambivalences, peu importe le signe. J'aime dire que voilà, on a toutes ces énergies de planètes en nous, hein, dans un signe astral. Donc parfois, il y a une planète qui s'exprime et une autre qui s'exprime et elles sont en opposition dans leur point de vue. Et c'est ce qui crée aussi intérieurement parfois des dualités. Alors, ce qui me vient là avec le cancer, c'est que vraiment très, très, très important, parfois le terme spiritualité aujourd'hui est très galvaudé, je trouve. Et quand je me connecte à ce terme, ça n'a plus l'essence de ce que c'est en fait. Et donc c'est quelque chose que je ressens comme un peu un masque où il faut être gentil, où il faut être poli, la spiritualité c'est pas du tout ça en fait, c'est pas du tout un masque. La spiritualité c'est se casser la gueule et se relever en fait. C'est ça la spiritualité, c'est de se dire j'ai toutes les ressources en moi en fait pour y arriver.
changer. Mais être trop gentil, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Ce n'est pas de la spiritualité, c'est un masque. Parce qu'on n'est pas dans l'acceptation de toutes les facettes de soi. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser dépasser par ses pulsions, ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser dépasser par la colère. Oui, la colère, elle est humaine quand on la ressent. Mais la spiritualité, ce n'est pas ne jamais se mettre en colère. La spiritualité, c'est s'accepter dans toutes ses facettes, c'est accepter l'humain en soi qui plante ses racines profondément dans la terre pour développer les branches et connecter aux cieux, en fait. Mais si l'acceptation de l'humain n'est pas, on va dire, s'il n'y a pas d'acceptation de ces facettes humaines, il n'y a pas de spiritualité parce que c'est un truc qui est sans ancrage. Et en fait, y a pas on a besoin d'être profondément ancré pour s'élever, comme un arbre qui a besoin d'être profondément enraciné. Sinon, au moindre coup de vent, en fait, il est balayé. Donc, il y a vraiment cette notion de... Ça me fait penser ça me fait penser au bambou. Vous savez, le bambou qui a besoin de beaucoup d'années pour pousser en profondeur. On ne voit rien. On ne voit absolument rien. Donc, il met entre 5 et 7 ans, il me semble, à simplement sortir un tout petit peu du sol. Et quand il commence à voir la lumière, en fait, il a une poussée qui est fulgurante. Mais en amont, il a fallu 5 ans. Et la spiritualité, c'est un peu ça, en fait. On a l'impression de patauger dans la semoule, voilà, que les choses n'avancent pas, que les choses... Et à un moment donné, on a tellement œuvré en soi que la poussée, elle est fulgurante, en fait. Donc voilà. Et chez le cancer, c'est particulièrement vrai parce qu'il a besoin d'être dans l'accueil de ses émotions, dans une certaine justesse, dans un certain équilibre. Ça vient beaucoup avec le temps, l'équilibre émotionnel. Et il a besoin d'être dans cette justesse émotionnelle, dans cet accueil des émotions, pour pouvoir s'élever. Donc, on revient à accepter sa condition humaine, ses imperfections, entre guillemets, ce qu'il peut juger comme étant mauvais, mal, ou peu importe le terme qu'on met dessus. Mais il y a vraiment besoin d'accueillir toutes ces facettes-là, en fait. Ces facettes qui nous rappellent qu'on est humain, qu'on vient expérimenter avec un corps, qu'on vient... être profondément dans l'accueil de tout ce qui touche à l'humain, de tout ce qui touche à l'émotionnel, pour pouvoir s'élever derrière. Et c'est particulièrement vrai pour le cancer par rapport à l'aspect émotionnel, en fait. Un cancer qui est dans le déni de ses émotions, ou qui est... Bon, de toute façon, ça vient le chercher à un moment ou à un autre, parce que c'est tellement fort qu'à un moment donné, ça se présente. Mais voilà, le tout aussi... Alors ouais, ce qui est assez intéressant, vu que ça remue pas mal... c'est de se faire des petites météos émotionnelles dans la journée. Tiens, 3 fois par jour, par exemple, pour y penser. Ça peut être avant ou après le repas, comme ça, c'est des moments fixes. Et de se poser la question, comment je me sens ? Ok, est-ce que j'ai besoin de libérer des choses ? Est-ce que j'ai besoin de... est-ce que j'ai besoin de dire des choses? Est-ce que j'ai besoin d'écrire des choses? Est-ce que j'ai besoin de libérer, de traduire ça d'une manière ou d'une autre, en chantant, en me baladant, en écrivant, simplement en faisant une méditation ou quoi? De quoi j'ai besoin, en fait? Avec le cancer, ce qui est intéressant aussi pour aller vers une forme d'autonomie, c'est de se demander de quoi j'ai besoin et comment je peux me l'offrir et me l'apporter. Et vraiment avec cette douceur, parce que le cancer a besoin de beaucoup de douceur, en fait. C'est vraiment voilà, j'ai envie de dire, c'est la base. Et avec cette douceur, comment je peux me l'offrir, me l'apporter, de quoi j'ai vraiment besoin. Alors aujourd'hui, ça peut passer par écouter une musique que j'aime, demain, ça peut passer par écrire, demain... Voilà, il n'y a pas de règle, il y a juste ce qui me fait envie dans le moment. Donc cancer, c'est un signe aussi qui est très, très intuitif. Donc il y a vraiment besoin d'être à l'écoute et de développer cette intuition. Donc il peut y avoir aussi une intuition de ressentir l'autre, voilà, on peut facilement se dire, oula, cette personne-là, non, je sens que ça va pas le faire, quoi. Il y a assez fortement ce ressenti-là. Parfois on peut se tromper, évidemment, mais voilà, il y a cette intuition qui est assez grande quand même. Et donc voilà, travailler au niveau autonomie émotionnelle, à savoir voilà comment je me sens,
comment je peux accueillir ça déjà en détendant le corps, comment je peux lâcher prise, euh, comment je peux m'offrir ce dont j'ai besoin là. Est-ce que j'ai besoin de tendresse? Je m'offre de la tendresse. Comment je peux m'offrir de la tendresse? Je me masse une partie du corps, par exemple, je me masse le ventre. Le ventre aussi, enfin voilà, il y a tout cet aspect fécondité chez le cancer, cet aspect euh, nourricier de la mère. Et pour moi, le cancer évolué. Donc, dans un premier temps, on vient nourrir le corps par cet aspect nourricier de corps, d'amour, et ensuite on vient nourrir l'âme depuis le cancer. Donc, il y a un aspect qui est nourricier, mais qui se transforme et qui évolue au fil du temps. D'ailleurs, l'axe opposé du cancer, c'est le Capricorne, et on vient connecter à ces hauteurs-là, sur cette montagne. On passe de l'enfant au sage. Le cancer, c'est aussi beaucoup un signe qui est relié à l'enfance. On passe au sage juste en face. On a accès à la sagesse. Et ce qui est très, très beau, c'est de se balader justement sur cet axe, comme un funambule qui se balade sur son fil et qui va tantôt aller chercher la sagesse du vieux sage, de l'ermite, et l'émerveillement et la sagesse de l'enfant, parce que l'enfant porte une sagesse indéniable. Donc il y a vraiment cette balade qu'on peut faire entre ces deux axes et qui nous apporte une forme d'élévation, tantôt par une forme de sagesse et de raison, et tantôt par une forme d'émerveillement et d'émotionnel riche en fait. Donc voilà, c'est cet axe d'évolution-là et le Capricorne qui nous permet de toucher aux hauteurs, au divin, dans une manière sobre, simple et authentique. Et voilà, et les eaux du cancer viennent nourrir la terre sèche et aride du Capricorne. Donc il y a vraiment une complémentarité dans les axes opposés. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc voilà, il y a cet aspect de guérison. Ce sont des personnes qui guérissent avec des aspects en cancer, que ce soit le corps ou que ce soit l'âme. Il y a vraiment beaucoup ces aspects de guérison, de soutien, de cette envie de nourrir l'autre, peu importe la nourriture, d'accompagner l'autre, parce que le cancer est quand même conscient de ses besoins émotionnels quand il a évolué, entre guillemets, parce que ça s'apprend, c'est comme tout. Et donc, il souhaite apporter ça aussi autour de lui quand il est dans le don, la générosité. C'est quand même un signe qui est très généreux, le cancer. Et surtout avec sa famille. Mais on peut aussi être, trouver la famille de cœur et avoir envie d'échanger. Voilà. Donc il peut y avoir aussi une importance à être mère, à être père, quand on est cancer, cette envie de transmettre, cette envie d'expérimenter en tant que parent. Et voilà, mais alors, notamment je parle pour la femme cancer, ne pas oublier qu'être une femme, ce n'est pas nécessairement enfanter, mais c'est aussi beaucoup enfanter des projets en fait qui vont nous porter, des projets qui peuvent être pérennes à la manière d'un enfant. Alors on ne va pas comparer projet et enfant, mais c'est pour vraiment faire une petite comparaison parce que nos projets, ce sont des projets que l'on porte, que l'on a créés, et donc il y a vraiment à vivre des projets qui ont du sens, vivre des projets qui nous apportent et qui peuvent apporter aux autres. Et tout ça, ce sont des projets que l'on va enfanter, en fait. Donc il y a vraiment cette notion de fécondité, mais pas simplement dans la maternité, en fait. Il y a cette fécondité des projets, il y a cette fécondité de... Je vais nourrir des projets, je vais m'abreuver, je vais boire à la source de ces projets, de ce qu'ils m'apportent, en fait, de ce qu'ils peuvent à quel point ils peuvent m'apporter, à quel point ils peuvent m'inspirer. Donc voilà, il y a il peut y avoir un lien, vous savez,
il y a cet aspect enfant chez le cancer et il peut y avoir parfois ce besoin de se retrouver dans l'eau, hein, comme un rappel du liquide amniotique dans le ventre de la mère. Et l'eau peut être très rassurante pour un cancer. Il peut y avoir des activités d'ailleurs autour de l'eau parce que c'est un élément qui peut être très rassurant. Ça peut être l'eau d'une piscine, hein, c'est pas nécessairement l'eau de la mer, mais il peut y avoir cet appel de vivre aussi près de l'eau, hein, près de la mer, il peut y avoir il y a ce besoin de connecter à l'eau parce que l'eau rassure, l'eau nettoie, l'eau est reliée au corps émotionnel. Hein, quand on pleure quelque part, on pleure les eaux qu'on a en trop, même si la quantité est minime. Mais voilà, l'eau correspond à l'émotionnel. Hein. D'ailleurs, des personnes qui vont faire beaucoup de rétention d'eau, par exemple, des personnes qui peuvent être dans la rétention émotionnelle. Alors, pas toutes, hein, évidemment, c'est au cas par cas. Mais voilà, il y a cette notion, ce lien étroit avec l'eau, se sentir bien, se sentir dans un environnement familier. Hein, dans l'eau. Besoin d'être rassuré, ça peut être aussi quand vous avez passé une journée... prendre un bain ou prendre une douche avec une intention ou pas d'ailleurs. Hein, l'eau fait son job. Hein, quand on se lave, notamment quand on se lave les cheveux, il y a des idées qui sont beaucoup plus claires. Quand on a besoin d'être clair et de décider d'une chose, je vous invite à vous laver les cheveux parfois, même s'ils sont pas... même si vous les avez lavés très récemment. Parfois, on a besoin de ça. Voilà, et puis se nettoyer aussi par l'eau, se purifier par l'eau, nettoyer ses corps, poser de nouvelles intentions. Enfin, il y a tout un rituel aussi. Le cancer, il y a un côté très rituel aussi. Hein. On peut retrouver des femmes médecines, on peut retrouver cette notion de ritualiser par le biais de bougies, d'encens. Ou voilà, il y a cette notion de j'ai besoin de créer mon rituel. Ça vient rendre quelque chose d'abstrait concret. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour le cancer là ? Alors, il peut y avoir aussi une maternité idéalisée chez le cancer. C'est-à-dire que l'aspect nourricier est tellement important, est tellement fort, est tellement que... il peut y avoir notamment chez la femme, cette envie prenante d'avoir un enfant parce que c'est important, parce que la famille, et c'est tout à fait OK. Mais il peut y avoir cette désillusion quand vient l'enfant parce que c'est pas ce qu'on avait imaginé. Alors évidemment, ça arrive à peu près à toutes les mères, hein, cette désillusion et parfois ce désenchantement, et parce que ça met aussi la maternité met dans des états juste pas possibles en termes de fatigue et tout ça. Mais il peut y avoir ce désenchantement parce que le cancer a dans son empreinte inconsciente, quelque part, une empreinte inconsciente, porte une empreinte inconsciente de la fusion en fait et d'un état de symbiose. C'est un peu cette empreinte du paradis perdu, cette source qu'on retrouve quand on est dans le ventre de la mère et qu'on ne fait qu'un. Et donc il y a cette empreinte en fait dans l'inconscient de symbiose, et le rôle finalement de l'enfantement, c'est le détachement. C'est d'être détaché de son enfant. Et donc il y a ce deuil, et c'est pas évident parce que c'est un deuil d'un état inconscient. Hein, donc il peut y avoir des dépressions après après avoir donné naissance, pardon. J'ai plus le terme, mais postpartum, non ? Je sais plus. Quand je suis en état de réceptivité comme ça, des fois il y a des mots un peu bateaux que j'arrive plus à... Bon bref, c'est pas grave. Et donc c'est pas évident parce que c'est un deuil qui se fait, il y a comme une grande tristesse, sauf que c'est inconscient, donc c'est pas évident de mettre les mots et de trouver la raison de cette tristesse. Alors évidemment, il y a des aspects hormonaux qui sont parfois indéniables, hein, mais en fait, ce n'est pas ce que j'attendais. En toile de fond, inconsciemment, donc j'en parle parce que si ça peut vous apporter une conscience de quelque chose, ce sera déjà énorme pour moi. Et donc voilà, il peut y avoir une tristesse, une espèce de deuil inconscient de se dire mais c'est pas ce que j'avais imaginé, parce que
dans mon empreinte inconsciente, c'est la fusion, c'est on ne fait qu'un, c'est je patauge un peu dans les eaux de la mer, je garde cette fusion-là, mais c'est pas du tout ça, parce que finalement, ce qu'on vient enfanter, c'est apporter du détachement, c'est apporter une certaine indépendance, c'est apporter une certaine... Alors, je parle pas tout petit, évidemment, mais c'est faire en sorte que l'enfant se construise, lui donner des bases solides pour qu'il puisse vivre tout ce qu'il a à vivre dans sa vie, en fait. Et donc, la mère cancer, par exemple, elle peut avoir envie de vivre toutes les expériences un peu qui apportent de l'inconfort, inconfortable, des expériences qui peuvent être douloureuses. La mère cancer, elle va presque vouloir les vivre à la place de son enfant, mais ce que je peux comprendre parfaitement. Mais il y a cet aspect, finalement, avoir un enfant, c'est pas rester en fusion avec cet enfant, mais c'est lui apporter tout l'amour dont il a besoin, tout le soutien dont il a besoin pour pouvoir se réaliser lui-même derrière. Et donc, il y a cette espèce de dichotomie, ce paradoxe entre je veux garder cette fusion, à la fois j'ai conscience qu'il faut que tu expérimentes par toi-même, mais qu'est-ce que c'est dur, j'ai l'impression de prendre les coups à ta place et de tout ressentir à ta place, et qu'est-ce que c'est dur, mais est-ce que j'ai bien fait d'avoir des enfants? Il peut y avoir ce truc un peu, chez les mamans très cancériennes, entre guillemets, les pères aussi d'ailleurs, mais beaucoup plus les mamans parce qu'elles ont vécu la fusion justement dans le quoique les hommes avec des lunes en cancer aussi ont ce besoin parfois de fusionner. Alors j'ai mon frère qui a une lune en cancer, donc ce besoin de fusionner avec leurs enfants aussi. Donc il y a ouais, il peut y avoir ce besoin de fusionner aussi, même si le père n'a pas... et parfois, c'est même un père qui peut avoir envie de prendre le rôle de la mère. Donc, c'est assez... voilà. Qu'est-ce qu'on disait d'autre? Donc, voilà, oui, ça va être de cultiver à un moment donné l'indépendance chez l'enfant, le fait qu'il puisse se construire. Et en fait, le juste positionnement, c'est ça, hein, chez le parent cancer, c'est le juste positionnement. Ne pas être trop là, ne pas être trop absent non plus, mais c'est d'être là quand l'enfant sollicite quelque part, à un certain âge, hein, évidemment, quand il est bébé, c'est pas du tout ça, mais être présent quand l'enfant sollicite la présence du parent, en fait, mais ne pas asphyxier la relation par peur que l'enfant, quelque part, vive des choses douloureuses, des événements douloureux, parce qu'il vient expérimenter ça aussi. Je sais que c'est très difficile à entendre et parfois à comprendre, mais il vient expérimenter ses propres douleurs qui vont lui permettre de vivre, de connecter à une certaine résilience, à un certain amour de la vie. D'Ormesson, que j'adore citer, disait merci pour les roses, merci pour les épines. Et c'est vraiment cette alternance de haut et de bas à accepter, en fait, et accepter que son enfant se construise aussi avec ses bas. Voilà. En tout cas, en général, vous êtes des parents extraordinaires et aimants. Et puis, comme chaque parent, vous faites au mieux, le plus souvent. Donc, voilà, j'espère que cet épisode aura apporté justement un peu de conscience sur voilà, le cancer et toutes les ramifications. Alors, évidemment, il y aurait beaucoup, beaucoup plus de choses à dire. Mais là, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Et voilà, et j'espère que cet épisode vous aura plu. Merci pour vos commentaires, merci pour vos partages, merci pour vos jolis mots, vos belles pensées. Et voilà, et c'est déjà beaucoup. Et prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.